Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Monnier et aujourd'hui nous poursuivons la lecture du livre de Claude Lafleur, La grande aventure d'Apollo 11, publié en juin 2004. Nous voici peu après 16h, heure de Montréal, ce dimanche 20 juillet 1969. Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin viennent tout juste de se poser sur la Lune, et comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, ce ne fut pas une mince affaire, tout en suspense. Armstrong et Aldrin reprennent leur souffle, littéralement. Nous aussi d'ailleurs. Mais nous voilà enfin sur la Lune. Depuis le temps que l'on rêvait d'explorer le sol de notre satellite naturel, voici que deux hommes s'apprêtent à réaliser notre rêve. Pour l'instant, nous sommes curieux. Que voient-ils par leur hublot? À quoi ressemble le paysage qu'ils ont devant eux? Malheureusement pour nous, à l'époque, les astronautes ne disposent d'aucune caméra de télévision à bord du LEM pour nous le montrer. Comme on le verra, ils cherchent leurs mots pour décrire le paysage qu'ils ont sous leurs yeux, le premier paysage extraterrestre jamais observé par des êtres humains. Nous trépignons aussi d'impatience. Quand donc vont-ils sortir de leur module lunaire pour aller explorer la surface lunaire? Nous savons que ce sera en fin de soirée, probablement même au beau milieu de la nuit, alors soyons patients. Voici donc le 3e épisode de la grande aventure d'Apollo 11, le petit pas. Et puis en fin de lecture, Claude et moi allons discuter de ce à quoi nous venons d'assister. Bonne écoute. Étape 7, paysage d'un autre monde. Dans les secondes suivant l'arrêt du moteur d'Eagle, la myriade de particules soulevées par le jet retombe doucement au sol après avoir parcouru de très longues ellipses, aucune atmosphère ne les freinant. La mer de la tranquillité, pratiquement inchangée depuis des centaines de millions d'années, retrouve à nouveau sa sérénité. Armstrong observera « J'ai été absolument éberlué lorsque j'ai coupé le moteur fusée et que j'ai vu la poussière lunaire s'envoler en ligne bien droite à partir de la base du LEM jusqu'au-delà de l'horizon pour finalement disparaître instantanément. Le sol m'est alors apparu soudainement parfaitement clair, comme si le moteur avait été arrêté depuis une semaine. C'était saisissant. Je n'avais jamais vu une telle chose. En toute logique, me suis-je dit, c'est comme ça que ça doit se passer sur un monde sans atmosphère, mais je n'y avais jamais songé. Alors que nous vibrons encore d'intenses émotions ce dimanche après-midi 20 juillet à bord du module lunaire, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se précipitent sur la tâche suivante. Ce qui importe avant tout pour eux, c'est d'être prêts à s'envoler en cas d'urgence. Ils vérifient en un clin d'œil l'état de tous les systèmes de bord, entrent dans l'ordinateur les commandes d'un départ précipité et réorientent la plateforme de navigation désormais soumise à la faible gravité lunaire, à l'aide des étoiles repérées par le sextant, comme le font les navigateurs en mer. Charles Duke, le Capcom de Houston, n'a que le temps de leur dire « Tout semble bien aller vu d'ici ». À l'intention d'Aldrin, Armstrong dit « Allons-y, procédons ». Puis il nous avertit « Nous allons être plutôt occupés pendant les prochaines minutes ». You're looking good here. Okay, we're going to be busy for a minute. En effet, leur premier souci, bien avant de regarder par les hublots, est de se préparer à décoller en cas de nécessité. On redoute particulièrement la perte d'étanchéité du module lunaire suivant un atterrissage un peu trop brutal ou la rupture d'une conduite de carburant ou encore le risque que l'une des pattes du LEM ne cède ou ne s'enfonce, faisant basculer l'engin. Les deux lunautes disposent d'une quarantaine de minutes pour rejoindre Columbia en orbite avant que celui-ci ne repasse derrière la Lune. Passé ce délai, Eagle doit demeurer au sol jusqu'au retour du module de commande. Les deux pilotes conversent entre eux alors que sur Terre, on reprend notre souffle. Alarme principale en fonction, vérifiez la valve de descente. Alarme principale en fonction. Je m'occupe de la vérification de la pression. Très bien. Atterrissage vraiment doux. Contrôleurs et astronautes se concentrent sur la vérification des systèmes du module lunaire. Les responsables de la mission doivent s'assurer de l'état de celui-ci avant d'autoriser le séjour sur la Lune. Dans le cas d'un ennui majeur, les astronautes repartiraient immédiatement. De son côté, Mike Collins se prépare à les recueillir, pouvant même faire descendre Columbia jusqu'à 15 km d'altitude. Toutefois, quel que soit le problème, Eagle doit pouvoir franchir les 15 premiers kilomètres. Charles Duke indique que tout va bien. Eagle, vous pouvez rester pour
T1. Compris, restons pour T1. Eagle, you are stay for T1. Roger. And we stay for T1. T1 est la première des 3 fenêtres de lancement d'urgence permettant à Eagle de rejoindre Columbia. Elle se présente 2 minutes après l'alunissage. Il y aura ensuite la fenêtre T2 qui survient 8 minutes après l'alunissage et T3 2 heures après. C'est ainsi que 30 secondes seulement après que le LEM se soit posé, les contrôleurs vérifient un à un ces systèmes. Si l'un d'eux déclare « No stay », les astronautes devront s'envoler dans la minute qui suit. Mais heureusement, tout va bien et ils disposent d'un bon 5 minutes de plus sur la surface lunaire, soit jusqu'à la fenêtre T2. Les contrôleurs étant toujours satisfaits de l'état du LEM, l'équipage continue à se préparer pour s'envoler précipitamment. À Houston, chaque équipe responsable d'un système du LEM scrute attentivement celui-ci afin de repérer la moindre anomalie. C'est ainsi que soudain l'un d'eux observe avec inquiétude une augmentation de la pression de l'un des réservoirs d'hélium du LEM. Y aura-t-il une explosion ? Heureusement, la pression se stabilise d'elle-même, puis décroît. Les astronautes procèdent néanmoins à la dépressurisation des réservoirs de l'étage de descente d'Eagle afin d'éviter tout risque d'explosion. Après 5 minutes passées sur la base de la Tranquillité, Houston donne la consigne de prolonger le séjour. Eagle, Houston, vous pouvez demeurer pour T2. Compris, demeurant pour T2, nous vous remercions. Pendant ce temps sur Terre, nous attendons tous de savoir de quoi a l'air la Lune. Aucune image ne nous parvenant, nous sommes condamnés à laisser vaquer notre imagination. Ce n'est finalement que 10 minutes après l'alunissage que les lunotes nous offrent leurs premières impressions. Armstrong commente. Et Houston, la phase finale d'approche a dû vous sembler un peu longue. Le pilote automatique nous menait tout droit vers un cratère de la taille d'un terrain de football, entouré d'une quantité de grosses roches et de rochers couvrant l'équivalent de 1 à 2 fois les dimensions du cratère, ce qui nous a obligés à prendre les commandes manuelles pour survoler ce champ rocailleux afin de chercher un endroit plus propice. Compris, c'est noté. C'était très beau vu d'ici, base de la Tranquillité. Terminé. Puis Aldrin nous transmet la première description de la surface d'un autre monde. Nous reviendrons plus tard sur les détails de ce qu'il y a autour de nous, mais disons qu'on retrouve à peu près toute la gamme de formes, d'angles, de granularité et à peu près toutes les sortes de roches que vous pouvez imaginer. Les couleurs elles varient beaucoup selon que vous regardiez ou non vers la ligne 0. Il ne semble pas y avoir une couleur dominante, mais il semble que certaines roches et rochers, et il y en a pas mal à proximité, doivent avoir des couleurs assez intéressantes. Terminé. Compris, tout cela me paraît bon, Tranquillité. Nous vous laissons poursuivre votre compte à rebours simulé. Nous vous reparlerons plus tard. Terminé. Sur la base de la Tranquillité, le soleil se lève à peine, comme si c'était le matin. Dans le module lunaire, les astronautes font dos au soleil et dans la direction où ils regardent, les rayons éclairent vivement le sol, ce qui a pour effet d'atténuer considérablement les couleurs et d'éclabousser les détails. De la fenêtre, l'horizon lunaire n'est guère qu'à 6 km. Une seule chose est certaine, l'étendue qui les entoure est nettement plus rocheuse et tourmentée qu'on s'y attendait. Par ailleurs, pour la première fois, les astronautes ne flottent plus dans leur vaisseau spatial, mais sont soumis à une force de gravité 6 fois moindre que celle que nous subissons à la surface terrestre. Et jamais personne n'a vécu une telle situation. La gravité en 6e ressemble beaucoup à celle simulée en avion. Bien, Tranquillité, sachez qu'il y a beaucoup de figures souriantes dans cette salle et partout à travers le monde. Eh bien, il y en a 2 autres ici. Ce fut un merveilleux travail, les gars. Et n'oubliez pas la mienne dans le module de commande. Columbia, ici Houston, dites-leur quelque chose, ils devraient pouvoir vous entendre. Très bien, base de la Tranquillité, ça a semblé super vu de là-haut. Les gars, vous avez fait un magnifique travail. Merci, continuez de conserver la base orbitale prête à nous recevoir. Je n'y manquerai pas. Alors qu'Eagle se trouve sur la Lune depuis un quart d'heure, Duke confirme que le séjour peut se poursuivre. Base de la Tranquillité, ici Houston, toutes vos réserves sont excellentes, vous semblez bon à tous les égards, tout est nickel. Merci beaucoup Houston. Toutefois, étant donné qu'ils sont posés au-delà de l'endroit prévu, les astronautes ignorent où ils se trouvent précisément dans la mer de la Tranquillité. Houston,
Houston, ceux qui avaient parié que nous ne serions pas où nous nous sommes posés sont les gagnants de la journée. Nous avons été trop occupés par toutes les alarmes et tout le reste durant la descente finale alors que nous devions normalement repérer notre point d'arrivée. Et puis après avoir vu plusieurs des cratères que nous avons survolés durant la phase finale, je ne suis pas capable de repérer quoi que ce soit à l'horizon qui permettrait de nous situer. Compris, tranquillité, ne vous en faites pas, nous finirons par vous trouver. L'intérêt d'Armstrong de savoir où il s'est posé est plus que de la curiosité, puisqu'il faut connaître le plus précisément possible d'où Eagle s'envolera lorsque viendra le temps de rejoindre Columbia. D'ailleurs, l'une des tâches qui occupera Mike Collins chaque fois qu'il survolera la base de la Tranquillité sera de tenter d'y dénicher le module lunaire. Cela vous intéressera peut-être de savoir que nous nous sommes adaptés sans difficulté à la gravité d'un 6e de G. Ça semble tout à fait naturel. Compris, tranquillité, nous notons terminé. Plus tard, les deux hommes rapporteront qu'il est nettement plus facile de vivre et de travailler en un 6e de G qu'en gravité zéro ou terrestre, puisque tout y est plus léger que sur Terre, sans toutefois offrir les inconvénients de virevolter comme en apesanteur. Par la fenêtre de gauche, je vois une plaine relativement plate avec un assez grand nombre de cratères de la taille de 1 mètre 50 à 15 mètres, quelques petites crêtes de, je pense, 6 à 10 mètres de haut, me semble-t-il, et des milliers de petits cratères de 30 à 60 cm. Nous voyons des blocs avec des arêtes à une centaine de mètres de nous, qui doivent faire dans les 30 à 60 cm et qui ont des arêtes anguleuses. On aperçoit également une colline juste devant nous à une distance difficile à évaluer, sans doute aux environs d'1 kilomètre. Compris, tranquillité, nous notons terminé. Neil Armstrong reporting there. No difficulty adapting to the 1/6 gravity of the moon. Window is a relatively level plain cratered with a fairly large number of craters of the 5 to 50 foot variety, and some ridges, small, 20, 30 feet high, I would guess, and literally thousands of little 1 and 2 foot craters around the area. We see some angular blocks out several hundred feet in front of us that are probably 2 feet in size and have angular edges. There is a hill in view just about on the ground track ahead of us. Difficult to estimate, but might be a half a mile or a mile. Roger, Tranquility, we copy, over. Armstrong a visiblement de la difficulté à estimer la taille et la distance de ce qu'il voit. Quoi de plus normal puisqu'il ne dispose d'aucun point de comparaison comme par exemple des arbres ou tout autre objet familier. En outre, l'absence d'atmosphère fait que les objets les plus lointains paraissent aussi clairement que s'ils étaient rapprochés alors que sur Terre, généralement, toute chose distante se trouve légèrement embrouillée par l'humidité et la pollution de l'air. Eagle n'est pas tout à fait horizontal, mais penché de 4,5 degrés vers l'arrière, ce qui ne pose toutefois aucun problème. Les lunettes poursuivent aussi leur compte à rebours en vue d'un décollage, anticipé ou tel que prévu dans une vingtaine d'heures, en cherchant à débusquer le moindre problème possible. Comme le soulignait Aldrin, si nous devons rencontrer un problème, autant que ce soit le plus tôt possible, ce qui nous laissera plus de temps pour le résoudre. Les astronautes se trouvent sur la Lune depuis bientôt une demi-heure lorsqu'Armstrong nous offre cette autre description du paysage. Je dirais que la couleur du sol environnant se compare beaucoup à celle qu'on observe depuis l'orbite sous un même éclairage, soit sous un angle d'environ 10 degrés. C'est pratiquement sans couleur, c'est gris, c'est très blanc, un gris de craie lorsque vous regardez en direction de la ligne 0, et c'est nettement un gris plus sombre, davantage un gris cendre, lorsque vous regardez à 90 degrés du soleil. Les quelques rochers proches qui ont été fracturés ou déplacés par le jet du moteur fusée sont couverts de ce gris clair à l'extérieur, mais là où ils ont été brisés, ils montrent un intérieur gris très foncé qui pourrait ressembler à du basalte. Le lit des océans terrestres est fait de cette roche dure et presque noire, coïncidence amusante lorsque l'on songe que nous sommes justement dans la mer de la tranquillité. Depuis la surface, nous ne pouvons voir aucune étoile par le hublot, mais par le hublot au-dessus de ma tête, je vois la Terre. Elle est grosse, brillante et magnifique.
Buzz va tenter de voir des étoiles à l'aide des instruments optiques. Compris, tranquillité, ça doit être une vue magnifique. Voilà incidemment un phénomène qui a surpris et qui surprend de nos jours encore bon nombre de personnes. Le ciel lunaire étant noir, on s'y attendrait à y voir des étoiles comme sur Terre par une nuit sans nuages. Toutefois, n'oublions pas que les astronautes se trouvent en plein jour lunaire et que, comme sur Terre, l'éclat du Soleil surclasse la brillance de toutes les autres étoiles. Plus tard, Armstrong commentera « Le ciel est très sombre, vous savez, noir. Mais quand même cela ressemble davantage à la lumière du jour qu'à l'obscurité de la nuit. Chose curieuse, la surface m'a paru chaude et attirante comme un lieu propice à un bain de soleil. On aurait aimé sortir en maillot pour se faire bronzer. Du cockpit, la surface paraissait brun-beige. C'est difficilement explicable parce que lorsque j'ai plus tard tenu de la poussière lunaire dans mes mains, elle n'était pas du tout de cette couleur-là, mais plutôt noire et grise. C'est sans doute un effet d'éclairage intense, mais de la fenêtre, la surface paraissait ressembler à du sable clair comme celui des déserts, pas du tout à du sable noir. Durant la demi-heure qui suit, les pilotes configurent Eagle en prévision d'un décollage en réalignant la plateforme de navigation et en programmant l'ordinateur de bord, et ce bien que tous les systèmes fonctionnent parfaitement. Aldrin éteint ensuite la plupart des systèmes qui demeureront dormants jusqu'au lendemain après-midi, lorsqu'il sera temps de s'envoler. Il est maintenant 18h, il y a plus d'1 heure et demie qu'on se trouve sur la Lune, et que tout va pour le mieux. À ce stade-ci, si vous êtes d'accord, nous prévoyons l'EVA pour 8 heures du soir, heure de Houston, c'est-à-dire d'environ 3 heures. Un moment s'il vous plaît. Bon, ça ira, nous sommes d'accord pour 7 heures. Vous avez droit à la meilleure heure d'écoute pour la télé. Espérons que notre petit émetteur fonctionnera. Nous verrons bien. Sur le plan de vol, il était indiqué qu'une fois en sécurité sur la Lune, les astronautes prendraient 4 heures de repos. Mais comment imaginer que 2 hommes arrivés sur un nouveau monde puissent avoir l'esprit au repos ? Tout naturellement, ils ont hâte d'explorer la surface lunaire, nous aussi d'ailleurs. Plus tard, Armstrong expliquera qu'il savait que si tout allait bien, il sauterait par-dessus la période de repos. Ces 4 heures avaient été néanmoins inscrites au plan de vol afin de laisser à l'équipage une période additionnelle en cas de pépin ou de retard. Aux yeux des médias, les astronautes préféraient nettement paraître en avance plutôt qu'en retard. Je dois avouer en toute candeur, confiera-t-il après le vol, que cette éventualité nous paraissait fort peu probable. Les faits nous ont donné tort, l'alunissage a eu lieu à temps, il n'y a pas eu de complications dues au système ou à l'environnement. Mais avant d'aller plus loin, Buzz Aldrin sent le besoin de souligner le moment historique. Il extrait de sa petite trousse d'effets personnels un flacon de vin, un calice miniature et une hostie. Il dépose le tout sur la petite tablette près du clavier, heureusement qu'il est en gravité lunaire. Toutefois, la cérémonie religieuse qu'il s'apprête à tenir doit demeurer secrète puisque la NASA ne veut offusquer personne ni aucune dénomination. Aldrin s'adresse donc à nous en termes voilés. Ici le pilote du LEM, j'aimerais profiter de l'occasion pour demander à vous tous qui m'écoutez, où et qui que vous soyez, de faire une pause pour réfléchir aux événements qui se sont produits ces dernières heures afin de témoigner de votre gratitude à votre façon. Puis, sous le regard médusé d'Armstrong, il verse le vin dans le calice, celui-ci glissant langoureusement le long de la paroi, puis il communie en silence, sans que personne ne s'en doute. C'est à cet instant que les 2 hommes savourent réellement ce qu'ils viennent d'accomplir, car pour eux, l'alunissage constitue la réussite de leur mission. Étonnamment, marcher sur la Lune leur semble de moindre importance. Armstrong expliquera « Comme je l'ai toujours dit, l'important pour moi, personnellement, c'était la descente et l'alunissage. C'était après tout l'objectif de notre mission et la portion la plus difficile, la plus risquée et la plus complexe. De surcroît, n'étant pas géologue, je ne considérais pas l'exploration de la surface comme un défi, bien sûr, c'était quelque chose à faire, mais dans mon esprit, ça n'avait pas l'importance de l'alunissage, du moins en tant que pilote. » Aldrin confirme sans réserve ses propos en ajoutant « Aucun doute que la réalisation la plus significative de notre vol a été notre descente vers une surface inconnue, puis le retour en orbite, le rendez-vous, la jonction et le retour. » Pour Armstrong, les derniers moments de la descente et l'alunissage ont été, dans ses mots, de très loin la portion la plus complexe de la mission. Tous les systèmes étaient alors surchargés et les inconnus abandés alors que les équipements n'avaient été testés que sur Terre et jamais dans des conditions réelles.
On devait se préoccuper de milliers de choses durant la descente finale. C'était la phase la plus exigeante tant pour les équipements que pour les équipes. Mais ceci étant dit, ce n'était pas si difficile que cela, puisque 6 équipages l'ont parfaitement réussi. Peut-être me suis-je donc un peu trop inquiété, simplement parce que ça paraissait si difficile. Ainsi donc, la difficulté de marcher sur la Lune sur une échelle de 10 équivalait à 1, alors que s'y poser me paraissait un 13. Les 2 lunautes sont maintenant fin prêts à explorer un site remarquable, puisque inchangé depuis des centaines de millions d'années. Une série de rochers situés à une distance atteignable, estime Armstrong, l'intéresse tout particulièrement. Il pense en effet qu'il pourrait s'agir de matière éjectée lors de l'impact de la météorite qui a jadis produit le grand cratère évité de justesse peu avant l'alunissage. Il pourrait par conséquent s'agir de morceaux de la croûte lunaire qui intéressera au plus haut point les géologues. Il songe même qu'il pourrait marcher jusqu'au fameux cratère pour le photographier. Si le paysage lunaire qu'il contemple lui semble aussi accueillant qu'une douce plage, en réalité, toute personne non protégée par un scaphandre, véritable petit vaisseau spatial flexible, perdrait la vie sur le champ dans ce vide absolu. Les 2 hommes passent donc aux préparatifs de la sortie. Déjà vêtus de leur scaphandre blanc, ils doivent à présent enfiler sur leur dos la boîte des bonbonnes d'oxygène qui contient les réserves d'air qui les maintiendra en vie. C'est la portion la plus astreignante de leur sortie lunaire. Ils sont alors aussi attentionnés que des parachutistes qui prennent grand soin de l'équipement dont dépendra leur vie. Ils suivent donc à la lettre chacune des consignes indiquées sur leur checklist. Ils commencent par chausser les grosses bottes lunaires moulées à leurs pieds et conçues pour procurer l'adhérence sur un sol inconnu. La semelle est faite d'un ensemble de 14 couches de caoutchouc renforcées par du silicone et du plastique aluminisé. Elle est conçue pour être extrêmement isolante et résister à l'abrasion du sol. Puis ils enfilent leur PLSS, leur Portable Life Support System, le sac à dos contenant les bonbonnes d'oxygène et les équipements dorsaux qui assureront leur survie. Sur la Lune, ceux-ci ne pèsent guère qu'une dizaine de kilos, mais ils demeurent encombrants dans la cabine exiguë. Puis ils branchent sur le torse de leur scaphandre les différents boyaux qui assurent leur alimentation en oxygène et leur climatisation. Ils enfilent ensuite sur leur casque transparent une cagoule thermique blanche munie d'une visière opaque couverte d'une pellicule d'or qui les protégera contre les virulents rayons solaires. L'opération est très ardue et nécessite une bonne heure de plus que prévu. Il faut dire que les 2 hommes, engoncés dans leurs encombrants scaphandres, font extrêmement attention pour ne rien endommager. Ils prennent donc leur temps. Mais malgré toutes les précautions, plusieurs fois ils se butent contre les tableaux de bord et les fragiles parois du LEM. Armstrong commentera plus tard « Il nous a fallu beaucoup plus de temps que prévu puisque nous ne tentions pas de respecter un horaire établi, mais bien de faire chaque chose dans le bon ordre et de la bonne façon sans se préoccuper du temps. » Pour sa part, Aldrin soulignera « C'est une opération complexe. Jamais personne ne confectionne une checklist pour vous indiquer, lorsque vous vous levez le matin, l'ordre dans lequel mettre vos vêtements, brosser vos dents, vous raser et tout le reste. » Ensuite, les lunautes procèdent à la pressurisation des scaphandres et ils en vérifient soigneusement l'étanchéité. Ils sont rassurés lorsqu'ils entendent le vrombissement des appareils du scaphandre qui garantit que tout va bien. Dorénavant, Armstrong et Aldrin sont des mini-vaisseaux spatiaux autonomes. Mon antenne grattine le plafond. Avons-nous l'autorisation de dépressuriser la cabine ? Sur le coup, il ne reçoit pas de réponse à sa question car à ce moment précis, le directeur du vol s'assure que tout est en parfait ordre. Aldrin, apparemment un peu agacé par ce silence, lance « Ils entendent tout, sauf ça !» Houston, ici base de la Tranquillité, nous attendons le go pour la dépressurisation. À vous ? Base de la Tranquillité, ici Houston. Vous êtes go pour la dépressurisation de la cabine. Go pour la dépressurisation. Compris, merci. Il faudra cependant une demi-heure avant que les astronautes parviennent à ouvrir la valve. Celle-ci se trouve en effet à leurs pieds et ils éprouvent énormément de difficultés à se pencher. La présence de 2 scaphandriers équipés d'encombrants sacs à dos dans un cubicule aussi minuscule complique sérieusement cette tâche. Un peu embêté, Armstrong lance d'ailleurs « Bon, c'est l'heure de la gymnastique ?» Aldrin parvient finalement à ouvrir la valve de la cabine qui laisse s'échapper l'air vers l'extérieur. Pour la première fois, la Lune reçoit une dose d'atmosphère terrestre.
Il est alors 21h56 lorsque débute officiellement la sortie. Il faudra cependant attendre encore 1 heure avant qu'Armstrong n'arrive sur le sol lunaire. Le problème, encore un, est que la pression d'air dans la cabine du LEM met énormément de temps à atteindre 0. La pression descend vers 0. La pression à l'intérieur de vos scaphandres se maintient à 4,5. Nous nous tenons prêts à ouvrir l'écoutille lorsque la pression aura atteint 0. Étape 8. Le petit pas pour l'homme. 22h30, heure de la côte est de l'Amérique du Nord, ce 20 juillet 1969. 4 dixièmes de livre de pression dans la cabine. Rendu à 2 dixièmes. Nous avons mis du temps à dépressuriser entièrement la cabine, n'est-ce pas? Oh oui. Très bien, laisse-moi voir si elle s'ouvre maintenant. En ce dimanche, nous attendons impatiemment que les 2 astronautes foulent le sol lunaire. Ne recevant toujours pas d'images, nous n'avons qu'une vague idée du paysage qui s'offre à eux. Et tout ce que nous entendons ces dernières heures, ce sont des bribes de conversations techniques qui nous éclairent peu sur ce qui se passe à 385 000 km là-haut dans le ciel. Neil, ici Houston, où en êtes-vous dans l'ouverture de l'écoutille? Ici, tout est go, nous attendons seulement que la pression de la cabine diminue suffisamment pour pouvoir ouvrir l'écoutille. Notre jauge indique 0,1 maintenant. Nous ne dépendons que de cela. L'alternative serait d'ouvrir à environ 0,2. Aldrin, qui se trouve du côté droit dans le cockpit du LEM, se penche vers Armstrong pour tenter d'ouvrir l'écoutille. L'espace est si exigu que son casque se bute contre le torse d'Armstrong. Ce dernier racontera plus tard: « Nous nous attendions à pouvoir ouvrir l'écoutille même s'il existait encore un peu de pression, mais il s'est avéré qu'il ne fallait que très peu d'air pour la maintenir fermée, si bien qu'on ne pouvait même pas l'entrouvrir. » Aldrin suggère à Armstrong: « Voyons voir si l'écoutille ouvre maintenant. » Puis il tire la poignée, mais elle demeure toujours rivée à cause de la faible pression d'air qui règne dans le LEM. Les lunotes ne veulent évidemment rien brusquer de crainte d'endommager l'écoutille. Pourtant, Aldrin finit par entrouvrir un coin de la porte et le peu d'air qui reste file dehors. L'écoutille s'ouvre, lance Armstrong, visiblement soulagé. Il est alors 22h39. En même temps que l'air s'échappe, une flopée de flocons d'eau glacée virevolte hors du LEM. Les 2 lunotes sont à présent exposées au vide total de l'espace. Plus tard, Armstrong expliquera: « C'est une partie des opérations que nous n'avions jamais réussi à reproduire durant les entraînements au sol. Je suppose que si nous avons mis aussi longtemps, c'est en partie parce que nos PLSS ajoutaient des gaz résiduels dans l'atmosphère du cockpit qui se stabilisaient donc juste au-dessus du vide. Encore une chose que nous n'avions jamais faite au cours de les simulations, car il faut être dans le vide pour cela. » Les 2 hommes éprouvent énormément de difficultés à bouger dans le LEM. Armstrong dit: « Il a été beaucoup plus difficile de manœuvrer en scaphandre que nous nous y attendions. Et bien sûr, lorsque les scaphandres sont pressurisés, c'est encore pire. » Aldrin ajoute néanmoins: « Nous sommes par contre aperçus que d'avoir un PLSS sur le dos était plus confortable, sa masse ne posant pas de problème. On devait néanmoins se mouvoir très méthodiquement et très lentement afin d'éviter de heurter des choses. » Finalement, à 22h47, Armstrong s'agenouille et tente de passer par l'ouverture de l'écoutille. Il procède lentement, ne voulant rien endommager, particulièrement son PLSS. L'opération est délicate puisqu'il ne sent nullement où il pose ses pieds, ni ne voit où il va. Il sait seulement qu'au sortir du LEM, il se trouvera sur une plateforme légèrement inclinée vers l'arrière par rapport à lui et munie de 2 rampes. Ce porche mène à une échelle de 3 mètres constituée de 9 barreaux et qui donne accès au sol. Il prend donc bien garde à ne pas chuter au risque de périr ou tout du moins de compromettre sa sortie. Il commence donc par s'agenouiller tant bien que mal afin de sortir ses pieds par l'écoutille. À 4 pattes, il doit alors faire attention pour éviter à la fois que son PLSS ne se bute contre le haut de l'écoutille, tout en prenant soin que la visière de son casque ne s'égratigne pas contre le plancher. Encore là, il ne s'agit pas d'un exercice de gymnastique facile puisqu'Armstrong ne ressent toujours rien. Heureusement qu'en gravité lunaire, il ne pèse que quelques dizaines de kilos. L'antenne est sortie. Voilà, nous sommes prêts à brancher le LEC. Comme ça devrait descendre. Lève le sac comme ça. Voilà. Tu es branché, Neil? Oui, et maintenant, il faut brancher ceci. Bien, ta visière est descendue. Ton dos est contre le... Bon, maintenant, c'est sur le disque. Avance et monte.
Maintenant tu y es, plus vers moi. Descends tout droit. Détends-toi, Neil, tu es bien aligné. Un peu plus vers moi. Bien, descends, ça a bien marché. Armstrong commentera plus tard que le passage à travers l'écoutille s'est malgré tout fait sans trop de peine. Il n'y a eu aucune difficulté à passer par l'écoutille ni à demeurer stable sur le porche. Il doit maintenant faire attention pour ne pas être étourdi car après 5 jours passés confiné dans un vaisseau spatial, le paysage lui paraîtra bientôt très vaste. De surcroît, dans l'espace, il n'a plus ressenti la sensation de hauteur ni de profondeur qu'il vivra bientôt. Tout près de lui se trouvera la silhouette familière du LEM, mais au-delà s'étalera une désolation inconnue. Très bien, Neil, avance. Laisse-toi rouler sur la gauche. Voilà, maintenant tu es passé. Tu es aligné avec la plateforme. Mets ton pied gauche un peu plus à droite. Voilà, tourne-toi sur la gauche. Excellent. Très bien, maintenant il faut que je vérifie la rentrée. Très bien. Tu n'y es pas tout à fait. Roule un peu sur la droite. Maintenant, tu es au milieu. Ça va comme ça? C'est bien, tu as toute la place qu'il te faut sur ta gauche. Mais c'est un peu juste sur ta... Comme ça va? Tu te débrouilles très bien. Veux-tu les sacs maintenant? Oui, ça y est. Bien, Houston, je suis sur le porche. Les sacs dont il est question contiennent des déchets dont veulent se débarrasser les astronautes. Ainsi, l'un des premiers gestes posés par Armstrong, encore juché sur le porche du LEM, sera de les laisser tomber sur le sol. Ironiquement, donc, la première action de l'homme sur la Lune aura été d'y jeter ses déchets. 22h51. Très bien, Houston, je suis sur le porche. Compris, Neil. Plus que 9 échelons jusqu'à la Lune. Reste où tu es un instant, Neil. Veux-tu que je donne un peu plus de mou, Bez? Non, reste comme ça un moment. Très bien. Bien, tout est en ordre ici. Très bien. Peux-tu ouvrir la porte un peu plus? Très bien. Très bien. As-tu déployé le MESA? Je vais le tirer maintenant. Toujours à plat ventre sur le porche, Armstrong tire sur l'anneau d'un cordon qui déploie la plateforme MESA, sur laquelle se trouve fixée une caméra de télévision. Telle une tablette rangée le long de la paroi du module lunaire, cette plateforme bascule à la manière d'un pont-levis. Puis la caméra de télé se met en marche. Bientôt, nous recevrons les premières images du sol lunaire. Enfin! Houston, le MESA s'est rabattu sans problème. Compris, nous notons, nous attendons votre télé. And we're getting a picture on the TV. 22h54. Hey, nous recevons une image de télé. Vous avez une belle image, hein? Il y a pas mal de contraste actuellement à l'appareil à l'envers sur notre écran, mais nous pouvons voir pas mal de détails. You got a good picture, huh? There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail. Très bien, Neil, nous voyons descendre de l'échelle maintenant. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Comme on le devine, Armstrong tend une jambe avec l'espoir d'atteindre le pied du LEM, mais la distance est telle, plus d'1 mètre, qu'il se laisse finalement choir. Ses pieds atterrissent dans l'assiette qui forme le socle à la base de la patte du LEM. Notons que les pattes du module lunaire ont été conçues pour s'aplatir un peu au moment de l'atterrissage afin d'absorber le choc de l'impact, ce qui aurait considérablement rapproché le dernier barreau du sol. Toutefois, Eagle s'est posé si doucement que la marche est haute. Un peu inquiet, Armstrong s'assure immédiatement qu'il peut remonter sans difficulté. Je viens juste de vérifier ma capacité à atteindre le premier échelon. La patte ne s'est pas compressée beaucoup, mais on peut remonter. Compris, nous notons. Il faut faire un joli petit bond. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. That hasn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. Je suis au pied de l'échelle. Les pieds du LEM se sont enfoncés dans le sol que d'environ 3 à 5 cm, bien que la surface paraisse très finement granulée plus je m'en approche. C'est presque de la poudre. Vraiment, le sol est très fin.
I'm at the foot of the ladder. The LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, il s'agrippe de la main droite à l'un des barreaux de l'échelle, pivote sur sa gauche et regarde vers l'avant. « Ok, dit-il, je vais quitter le LEM maintenant. » Silencieusement et doucement, il passe son pied gauche par-dessus l'assiette et le dépose dans la poussière lunaire. Tout va bien. Il y met ensuite son poids et tapote la surface afin de voir si celle-ci résiste. Sentant que le sol est ferme, il demeure durant un instant un pied dans l'assiette et l'autre sur le sol. Prenant son souffle, il lance calmement. That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Il est 22h56 et 48 secondes, heure de l'Est ce dimanche 20 juillet, 3h57 heure de Paris, lundi 21 juillet. Partout c'est la pause, l'instant de la grande émotion. Nous sommes sur la Lune. Constatant que le sol supporte bien son poids, sa semelle n'ayant pénétré que de quelques millimètres, Armstrong y pose les 2 pieds tout en se tenant quand même au LEM. Il constate rapidement que la poudre lunaire colle à ses semelles bleues comme de la suie. Il sautille quelquefois et, voyant que le sol demeure ferme, il lâche son emprise et se maintient debout sur l'étrange surface. Armstrong s'éloigne doucement du LEM à la manière de quelqu'un qui réapprend à marcher. Il peut difficilement plier les genoux puisque son scaphandre est aussi résistant qu'un ballon durement gonflé. Par conséquent, il ne se déplace pratiquement qu'à l'aide de ses chevilles et du bout des pieds. Mais il se sent léger, marchant presque en flottant. Sur Terre, il pèserait plus de 150 kg, mais voilà que sur la Lune, il n'a plus que 25 kg à déplacer. Il observe les environs durant quelques instants, puis il se déplace légèrement afin de vérifier la solidité du sol et ses capacités à se mouvoir dans cet étrange environnement. « Le sol est fin et poudreux, dit-il. Je puis aisément en soulever du bout du pied. Il adhère à ma semelle et sur les côtés de mes bottines comme de fines couches de charbon poudreux. Je ne m'enfonce que d'une fraction de centimètre, peut-être 2 ou 3 millimètres, mais je puis très bien voir l'empreinte de mes bottes et les sillons de mes semelles dans les fines particules de sable. » Surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boot. Je n'ai aucune difficulté à me déplacer, comme nous nous y attendions. C'est peut-être même plus facile que dans le simulateur d'un 6e de G où nous avons fait toutes sortes de simulations au sol. Je n'ai absolument aucune difficulté à marcher. Le moteur de descente n'a pas créé un cratère d'aucune sorte. Il se trouve à 30 cm du sol. Nous sommes essentiellement en un endroit très plat. Je peux voir quelques traces de jet émanant du moteur de descente, mais très peu. Armstrong se sent si léger dans cet environnement où la gravité est 6 fois moindre que sur Terre qu'il ne marche pas et gambade. Il précisera plus tard « Tout a été plus facile qu'on s'y attendait. Ça a été plus facile de marcher et de maintenir mon équilibre. Nous n'avons pas éprouvé autant de difficultés à maintenir la température à l'intérieur de nos scaphandres que l'on s'y attendait. Je ne peux trouver les mots pour dire à quel point les scaphandres et les PLSS ont plus que répondu à nos attentes. » Maintenant qu'il commence à maîtriser ses déplacements et qu'Armstrong se trouve encore tout près de la patte du LEM, Aldrin en profite pour faire descendre par la courroie la caméra photo dont se serviront les lunettes. Très bien, c'est passablement sombre ici à l'ombre. Et c'est un peu difficile pour moi de voir si je me tiens bien. Je vais me rendre là où c'est plus éclairé sans toutefois regarder directement le soleil. Plus tard, Armstrong expliquera « C'est très facile de voir dans la pénombre lorsque vous êtes habitué. Quand vous descendez l'échelle, vous êtes dans l'ombre et vous pouvez tout voir parfaitement, le LEM et ce qu'il y a sur le sol. Mais lorsque vous allez en plein soleil et que vous revenez dans la pénombre, alors là, il faut un moment pour s'adapter. » Armstrong est sur la Lune depuis 5 minutes lorsqu'il utilise la caméra photo pour prendre une première série de clichés.
La première prise de vue montre l'un des pieds du LEM qui n'est nullement enfoncé, ainsi que l'un des sacs de déchets jetés par Armstrong il y a quelques minutes. Toujours au pied du LEM, il réalise une série de clichés qui constituent le premier panorama du paysage qu'il a devant lui. Il réalise un panorama de quelques 250 degrés en partant à gauche avec la patte sud du LEM jusqu'à la patte nord. Au centre du panorama, on aperçoit l'ombre du module lunaire qui se trouve derrière lui. Toutefois, Bruce McCandless, le Capcom de Houston, lui rappelle que la priorité du moment est la cueillette d'un échantillon de sol, un échantillon dit d'urgence, au cas où Armstrong devrait rapidement réintégrer le LEM. Ce premier échantillon permettrait de ramener quelques grammes de sol lunaire. Il s'éloigne donc de la pénombre créée par Eagle et s'expose à la vive lumière solaire. L'éclairage est si vif qu'Armstrong a l'impression d'être soumis à des spots de 1000 watts. Il extirpe d'une poche de sa cuisse droite un manchon rétractable muni d'une pelle et d'un petit sac. Se penchant légèrement, très peu puisque la rigidité du scaphandre l'en empêche, il tente de cueillir un peu de sol. Toutefois, à sa grande surprise, le sol est résistant. Ça semble un peu difficile de creuser la croûte du dessus. C'est très intéressant, la surface est très molle, mais ici et là où je tâte avec le collecteur d'échantillons d'urgence, je me bute à une surface très dure, et ça semble être un matériau très collant du même genre. Je vais essayer de prendre cette roche-ci. L'aspect curieux du sol lunaire, à la fois très poudreux et dur, s'explique par le fait que, privée d'atmosphère, la Lune est chaque jour bombardée par des micrométéorites, des particules venues de l'espace et qui la frappent à vive allure. Cela a pour effet de moudre la partie supérieure de la surface en une très fine poudre tout en compactant le sol en dessous. C'est pourquoi, comme le constateront tous les explorateurs lunaires, bien que le sol soit friable, il est extrêmement dur et on peut difficilement y enfoncer une pelle ou, comme on le verra, y planter une tige. C'est donc avec difficulté qu'Armstrong parvient à remplir le sac de sable et de quelques petites roches. Il se dit en lui-même que les géologues auront déjà de quoi se régaler. Ça semble très bien vu d'ici, Neil. Ça a une beauté très particulière, ça ressemble beaucoup à un grand désert des États-Unis. C'est différent, mais c'est très joli ici. Il se trouve en effet dans un désert plus que parfait, puisque dénué de toute vie et d'atmosphère. Par conséquent, non seulement rien ne bouge, absolument rien, mais le paysage qu'il contemple est demeuré inchangé depuis des dizaines de millions d'années. Il récupère le petit sac au bout de la pelle qu'il tente ensuite de placer, tant bien que mal, dans la pochette fixée sur sa cuisse. Mais coincé dans son scaphandre, il ne voit ni ne sent ce qu'il fait. Est-ce que la poche de ma cuisse est ouverte, Buzz? Oui, elle est. Le fermement n'est cependant pas contre ton scaphandre, il est replié davantage vers l'intérieur. Très bien, c'est bien. Est-ce dans la poche? Oui, mets ça dedans. Tu y es? C'est pas tout à fait dedans. Pousse. Et voilà. L'échantillon d'urgence est dans la poche. Ma réserve d'oxygène est à 80%. Je n'ai aucun signal d'anomalie et mon alimentation en eau est au minimum. Ici Houston, compris Neil. N'ayant plus besoin de la petite pelle, Armstrong la lance pour voir comment elle se comportera en gravité réduite. Celle-ci s'envole doucement, pirouettant lentement et décrivant une longue courbe, comme si tout se déroulait au ralenti. « Je ne pensais pas que tu pouvais lancer si loin, dit en rigolant Aldrin. Et Armstrong de répondre, en riant lui aussi, « On peut vraiment lancer très loin ici. » Il est visiblement enchanté de constater combien il est facile de se déplacer sur la surface lunaire, et ce, contrairement à ce que certains prétendaient et aux rigoureuses simulations terrestres qu'il a dû subir. Armstrong dira plus tard, « Plusieurs choses m'ont étonné. J'ai été surpris par l'apparente proximité de l'horizon. J'ai été surpris par la trajectoire des particules qu'on expédie à coups de pied. Et j'ai été surpris, bien que la logique nous dise que ça devait être ça, qu'on ne crée pas un nuage de poussière lorsqu'on donne un coup de pied. Il n'y a jamais de nuage de poussière sur la Lune puisque cela est dû à la présence d'une atmosphère. Lorsque vous n'avez pas d'atmosphère, vous n'avez pas de nuage de poussière. » À 23h11, c'est maintenant au tour d'Aldrin de sortir du module lunaire. Super, nous y voici. Es-tu prêt? Prêt? Très bien, tu as vu les difficultés que j'ai eues. Je vais tenter de surveiller ton PLSS d'où je suis en bas. Aldrin doit donc sortir du LEM les pieds en premier sans ressentir quoi que ce soit et sans bénéficier d'une aide comme celle qu'il a prodiguée à Armstrong.
Celui-ci, qui se trouve à plusieurs mètres plus bas, fait de son mieux pour le guider. Très bien, Buzz. Ton PLSS semble bien passer. Très bien. Tes orteils semblent sur le point de franchir le seuil. Très bien. Maintenant, abaisse encore ton PLSS. Ça y est, tu passes. C'est bon sur les côtés. Tu as 2 cm de jeu au-dessus de ton PLSS. Il faut se plier un peu le dos pour se pencher. À quelle distance mes pieds sont-ils du bord? Tu es juste sur le bord du porche. Aldrin soulignera plus tard, les premiers pas sont difficiles à voir. Lorsque je les ai faits, j'ai été heureux d'avoir Neil pour me dire où se trouvaient mes pieds. Très bien, je recule. Maintenant, juste quelques mouvements de pied. Je plie encore le dos. Mon casque passe sans problème. Ça semble bon. Ok, maintenant je vais remonter un peu pour fermer la porte en prenant soin de ne pas la verrouiller. C'est vraiment une bonne idée, ça. Be sure not to lock it on my way out. Particularly good thought. Aldrin entreprend ensuite la descente de l'échelle. Il est visiblement radieux. Je suis sur le premier barreau et je peux voir par-dessus le RCU et l'assiette de la pâte. C'est vraiment facile de sauter d'un barreau à l'autre. Armstrong lui répond qu'il est aussi facile de marcher sur la Lune. Okay, I'm on the top step and I can look down over the RCU and landing gear pad. It's a very simple matter to hop down from one step to the next. Yes, I found it to be very comfortable, and walking is also very comfortable. Il te reste encore 3 petits sauts et un grand. Très bien, je vais laisser un pied là-haut et mes 2 mains sur le 4e barreau. You've got 3 more steps and then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. Okay, now I think I'll do the same. 1 more. About another inch. There, you got it? That's a good step. Yep. About a 3-footer. Aldrin se laisse choir dans l'assiette. « Te voici », confirme Armstrong. Comme ce dernier l'avait fait plus tôt, Aldrin bondit de l'assiette jusqu'au premier échelon, manquant son coup la première fois. « Encore un peu plus », lui indique Armstrong. « Environ 2-3 cm. » « Et voilà, tu l'as. C'est un bon saut », de constater Aldrin. « Oui, environ 1 mètre. » Après avoir pratiqué quelques fois le saut jusqu'au premier échelon, Aldrin s'exclame « Quelle vue !» C'est quelque chose, non? Une vue magnifique ici. Magnifique désolation. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. 23h15, Aldrin saute maintenant à reculons sur le sol en s'agrippant toujours au pied du module lunaire. Les 2 hommes enfin sur la Lune sont particulièrement fascinés par la texture poudreuse du sol. Ils prennent quelques instants pour en discuter entre eux avant de passer au travail qui les attend, explorer une minuscule portion de la base de la tranquillité. Armstrong se penche alors vers Aldrin et lui tape l'épaule. « N'est-ce pas merveilleux ?» Et voilà donc ce qui conclut l'épisode 3 de la lecture de ce livre. Bonjour à toi Claude. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Donc nous allons débriefer un petit peu, je vais nous parler un petit peu de cet épisode. Et avant toute chose, je voudrais te dire que j'ai trouvé très intéressant que tu te sois attardé sur le moment crucial pour la sortie d'Armstrong. Moi, je m'attendais en fait à quelque chose de plus court, et c'est vrai que là, c'était quasiment toute l'entièreté de l'épisode. Et c'était passionnant, puisqu'il y avait foule de détails. Et c'est vrai que ce qui est passionnant donc avec ce livre, c'est qu'on est plongé, on est vraiment immergé dans l'aventure. Et là, encore plus que dans les autres épisodes, on a l'impression que le temps s'étire un peu et que on aimerait bien y rester encore plus. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai hâte de la suite. C'est ça. Eh bien, merci. Mais c'est vrai, tu sais, que quand j'ai rédigé le livre, je me suis dit, bon,
On entend simplement dire que Armstrong est sorti du module lunaire, il a descendu l'échelle et il a mis le premier pas sur la Lune. Mais quand on y pense comme il faut, il s'aventurait dans un monde inconnu et on peut imaginer, là, quand il a mis le premier pied sur le sol lunaire, il n'était pas certain de la consistance du sol, comment il va se sentir. Tu sais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il se tient après un des barreaux, des fois que le sol serait plus meuble qu'il pense. Tu sais. On n'imagine pas ce que c'était, d'ailleurs, de sortir de reculons parce qu'il ne voit pas où il descend. Tu sais. Je pense que tout le monde a eu l'expérience dans sa vie vous êtes sur, par exemple, le toit d'une maison, puis là, vous devez descendre l'échelle. C'est toujours c'est pas évident. Les premiers pas. C'est pas évident. Et là, imaginez, vous êtes en scaphandre, vous ne voyez rien, puisque vous ne pouvez pas regarder, vous mettez les pieds, vous ne les sentez même pas, vos pieds. Et là, vous vous aventurez sur un monde que vous ne connaissez pas. Et sans vouloir vendre la mèche, la suite, le prochain balado, le numéro 4, on va vraiment... Écoute, c'est un peu étonnant, d'ailleurs, quand je l'ai lu pour faire ça. On va vraiment explorer la Lune avec eux. Et on va prendre une bonne heure pour expliquer ce que ça a été de marcher sur la Lune, ce qu'ils ont fait sur la Lune, ce que c'était d'être sur la Lune. Et c'est un aspect souvent qui n'a pas été couvert parce que c'est comme si on disait, bon, Neil Armstrong a marché sur la Lune, il a dit sa phrase célèbre et ils sont revenus sur Terre. Oui, c'est ce qu'on voit dans la plupart... Pardon, c'est ce qu'on voit dans la plupart des documentaires sur la Lune. On parle des aspects techniques, etc. Et puis ils sont posés, ils ont marché, ils sont repartis, quoi. Exactement. Et là, dans le prochain épisode, vous allez vraiment explorer la Lune avec les astronautes d'Apollo 11. Et comme je l'ai dit, je pense, dans une intervention précédente, j'ai écrit ce livre-là il y a 20 ans. Quand je l'ai relu il y a quelques semaines, j'ai été transporté de dire « Oh, wow, c'était fantastique d'être sur la Lune. » Et c'est ce que vous allez vivre au prochain épisode dans un mois. Et c'est vrai, quand on y repense, c'est assez cocasse que le premier homme, les premiers hommes sur la Lune, soient arrivés en marche arrière, finalement. Exactement. Et je voulais juste rajouter que c'est donc un événement, un instant très important de la mission, évidemment, la sortie extravéhiculaire. Mais autant pour eux, pour Aldrin et Armstrong, c'était pas le plus important. Le plus important, si j'ai bien compris, c'était vraiment les autres parties de la mission, le voyage aller, se poser, redécoller et revenir. C'est ça. Essentiellement, c'était de se poser. Hein. Pour Armstrong, je ne sais pas si je le rapporte dans le livre ou je l'ai lu ailleurs, mais pour Armstrong, du moment qu'il s'était posé sur la Lune, il aurait pu rallumer le moteur puis retourner en orbite si sa mission était accomplie. Pour lui, c'était secondaire d'aller marcher sur la Lune. Il savait que ça, c'était l'aspect scientifique de la mission, mais lui, c'est un pilote d'essai, c'est un ingénieur. Lui, son but, c'était de se poser sur la Lune. Et on pourrait dire, quand vous réécoutez l'épisode que vous venez d'écouter, que 5 minutes après s'être posé sur la Lune, pour lui, sa mission était accomplie en autant qu'il puisse revenir sain et sauf sur Terre. Mais il s'était posé sur la Lune, tout s'était bien passé, le véhicule n'avait pas été endommagé. Mission accomplie. Maintenant, revenons sur Terre. Mais il y avait une étape scientifique à faire entre-temps. Évidemment, il était super heureux d'aller sur la Lune, d'explorer le sol lunaire. C'est un peu comme quand on va en voyage. Souvent, quand on fait un voyage, la première étape, c'est d'arriver à l'hôtel, déposer nos bagages. Mais là, on a hâte de sortir de l'hôtel puis d'aller explorer la ville où on se trouve. C'est un peu ça. Mais pour lui, sa mission, c'était essentiellement de se poser sur la Lune. La sortie lunaire, c'était secondaire. Et pour en revenir maintenant à l'épisode en proprement parler, surtout un moment où tu racontes qu'il n'y a pas d'étoiles, les astronautes ne voient pas d'étoiles sur la Lune, parce qu'ils sont en plein jour, etc. Est-ce que c'est un mystère, c'est un complot? Est-ce que c'est encore un argument pour ceux qui disent que ça n'est pas arrivé, ou bien est-ce que c'est normal? En fait, c'est amusant parce que tu as même répondu en posant la question. Pour bien des gens, c'est un mystère. On imagine que quand le ciel est noir, nécessairement, il doit y avoir des étoiles. Comme tu le dis si bien dans ta question, la réponse est toute simple et pourtant, ça fait l'objet d'explications des fois tarabiscotées, complexes. La réponse est toute simple. Il n'y a pas d'étoiles dans le ciel lunaire parce qu'on est en plein jour. Et en plein jour, qu'on soit sur Terre ou qu'on soit sur la Lune ou n'importe où, sur n'importe quel astre, quand le soleil est présent, quand vous êtes en plein jour, l'éclat du soleil est tel qu'il éclabousse celui de toutes les étoiles. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas d'étoiles dans le ciel lunaire, parce qu'on est en plein jour. La preuve, c'est que quand vous voyez les astronautes sur la Lune, vous voyez leur ombre, ils sont en plein jour. Il faut savoir aussi, le jour lunaire dure l'équivalent de 14 jours terrestres. C'est-à-dire que les astronautes qui ont passé 2-3 jours
terrestres sur la Lune ont toujours été en période de jour. Il n'y a jamais eu d'astronautes sur la Lune en période de nuit où là, il aurait vu des étoiles et là, il aurait vu probablement un ciel spectaculaire parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour filtrer la lumière des étoiles. Ça doit être spectaculaire, un ciel nocturne de la Lune. Mais les astronautes se posent normalement, dans le cas des 6 missions Apollo, ils se posent en matinée, si vous voulez. C'est comme la semaine, la jour lunaire dure l'équivalent de 14 jours terrestres. Ils se posent à peu près au 3-4e jour du début de journée lunaire. Il resterait encore environ une dizaine de jours terrestres à passer sur la Lune avant que le Soleil se couche. Et ce qu'ils voient, eux autres, d'une journée à l'autre, je pense surtout aux astronautes d'Apollo 15, 16, 17 qui ont passé l'équivalent de 3 jours terrestres sur la Lune, c'est qu'ils voient le Soleil se lever de plus en plus haut dans le ciel, mais il n'y a jamais personne qui a observé une nuit lunaire. Il y a des sondes qui se sont posées sur la Lune qui auraient pu l'observer. Elles n'avaient pas des caméras suffisamment puissantes pour saisir les étoiles, mais pour l'instant, il n'y a jamais un être humain qui a observé un ciel lunaire de nuit. Et tout simplement, en tout cas, rappelez-vous, là, quand on se demande pourquoi il n'y a pas d'étoiles sur les photos des astronautes d'Apollo, c'est tout simplement, il n'y a pas d'explication plus complexe, c'est tout simplement parce qu'on est en plein jour et comme en plein jour sur Terre, on ne voit pas d'étoiles. L'explication est aussi simple que ça. Et oui, puis nous, sur Terre, il faut se rappeler qu'on a une atmosphère qui va faire en sorte que le ciel soit bleu, mais on aurait une atmosphère un peu différente. En plein jour, le ciel serait noir aussi. C'est ça. D'ailleurs, on pourrait prendre l'exemple de Mars. Sur Mars, le ciel est jaune-orange, mais on ne voit pas d'étoiles durant la journée sur Mars. Et la nuit, on verrait difficilement les étoiles si on est sur Mars parce que l'atmosphère de Mars est très sale. Il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est rose. Donc, si on était sur Mars, on verrait des étoiles la nuit, mais pas aussi bien que sur Terre parce que l'atmosphère martienne, elle est très sale. Elle est un peu comme ici sur Terre quand vous avez des brumes où on a eu des feux de forêt dans le Grand Nord. Je ne sais pas si vous avez eu le phénomène, vous, en Europe aussi, mais quand il y avait des feux de forêt, il y avait une espèce de brume en haute altitude, mais on ne voyait pas les étoiles. C'est un peu le phénomène. Quand vous êtes en plein jour, que vous soyez sur Mars, sur la Lune ou sur Terre, vous ne voyez pas d'étoiles. Tout simplement. Et maintenant, pourquoi, Claude, sur l'image télé d'Armstrong, quand il descend à l'échelle, pourquoi est-ce que la qualité est aussi mauvaise maintenant même avec les images qui sont améliorées? On finit par deviner que c'est quelqu'un qui descend une échelle, mais j'imagine à l'époque, même sur les téléviseurs de moyenne taille, de petite taille, on ne devait pas voir grand-chose. Alors, pourquoi une qualité aussi mauvaise avec tous les moyens de la NASA à l'époque? C'est ça. C'est une bonne question. Effectivement, juste pour dire, quand on a vu, moi pour l'avoir vu en direct, quand on a vu descendre Armstrong, on a deviné qu'on voyait à un moment donné sa jambe descendre des barreaux. Donc, on pouvait deviner l'espèce de forme. En fait, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on a bien failli ne jamais voir ces scènes-là, pour simple raison que les gens qui ont planifié la mission Apollo 11 avaient, je sais pas, je dirais, oublié de mettre une caméra télé à bord, de prévoir une caméra télé à bord. Et ce n'est qu'un peu à la toute dernière minute, je pense à peu près un mois et demi avant la mission, qu'on a dit « Hey, il faudrait filmer la scène et donc il faudrait mettre une caméra à bord. » Et là, vous avez besoin d'une caméra qui fonctionne dans le vide, sur la Lune, dans des conditions... au moment où Armstrong marche, c'est le jour. Il fait peut-être quelque chose comme 100 degrés Celsius. Je dis bien 100 degrés Celsius, pas Fahrenheit, ou 100-120 degrés Celsius. Il faut une caméra pour pouvoir fonctionner dans ces conditions-là. Ils ont mis au point, à la dernière minute, une caméra de qualité très, très moyenne. Et c'est pour ça qu'on a ces images-là. Mais pour peu, ça n'aurait même pas été filmé. On n'aurait pas vu, comme pour tout le reste de la mission, souvent, hein, je le rapporte dans le livre, vous avez des images, là, vous voyez des choses que nous, on ne voyait pas à l'époque parce que les photos étaient rapportées sur Terre par après. Donc, c'était vraiment la dernière minute. La NASA a failli oublier de mettre une caméra à bord. Par la suite, ils vont développer de meilleures caméras à partir d'Apollo 12 et là, on va avoir des meilleures images. Mais il a fallu que les techniciens développent des caméras conçues pour ça, ce qui n'était pas le cas d'Apollo. Fait que c'est quand même surprenant. Surtout, ça montre un peu la différence entre l'époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a des caméras, tout le monde photographie, tout le monde filme partout. Les gens vont au restaurant, mangent une pizza, photographient leur pizza. À l'époque d'Apollo 11, dans les années 60, là, moi j'ai vécu cette époque-là, c'était rare qu'on prenait des photos parce que des photos, c'était sur pellicule, ça coûtait très cher. On n'avait pas les appareils, ça prenait un appareil spécial qu'on appelle un appareil photo, un Kodak. Mais je veux dire, les gens ne le prenaient pas. Moi, comme enfant, je n'ai pas des centaines de photos de moi. Mes parents en ont pris quelques-unes. Je n'ai pas de film de moi
quand j'ai 5, 6 ans, 10 ans, 12 ans, quand je suis adolescent, alors que je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont tous des films, des quantités phénoménales de films, etc. On n'était pas dans une société de la photo comme on l'est aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que dans le cas d'Apollo 11, c'est à la dernière minute qu'on a pensé apporter une caméra conçue très, très rapidement et qui a quand même fonctionné dans des conditions un peu exceptionnelles. Là, si on pense que sur la Lune, c'est le vide spatial et il fait extrêmement chaud, la caméra a fonctionné, mais c'est pour ça qu'on a des très mauvaises images. Je peux même raconter une anecdote supplémentaire, c'est que lorsque les astronautes marchent sur la Lune, surtout les premiers pas d'Armstrong, c'est une station qui est en Australie, une station de réception en Australie qui capte le signal venant de la Lune, qui le transmet à Houston. Et dans cette transmission-là, il y a eu une perte de qualité. Autrement dit, les images qu'on captait en Australie étaient de meilleure qualité. Mais personne n'a pensé enregistrer ces images-là. Elles ont été directement transmises à Houston. Autrement dit, si on avait enregistré les films en Australie, le lendemain ou quelques jours plus tard, on aurait eu une meilleure qualité. Pas une qualité extraordinaire, mais une meilleure qualité. Mais sur le coup, personne n'a pensé de dire on va enregistrer le signal d'origine. Mais c'est fou, ensuite, on l'enverra à Houston. C'est complètement fou quand on pense que c'est le moment historique que c'était. Encore là, ça illustre un peu qu'à l'époque, on n'est pas dans une société de photos et de films comme on l'est aujourd'hui. C'est que donc, on recevait un signal de la Lune, on le transmettait à Houston. Une chance qu'à Houston, les gens l'ont enregistré. C'est pour ça que vous pouvez le voir aujourd'hui. Mais on aurait pu avoir déjà de meilleure qualité si ça avait été enregistré en Australie. Mais pour peu, on n'aurait même pas eu d'image. C'est fou de penser ça parce qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Oui, puis il faut aussi penser aux contraintes techniques en plus de la température. Il y a énormément de contrastes sur la Lune. Les zones sombres sont très sombres, les zones lumineuses sont très lumineuses. Et je me souviens, alors je ne sais plus de quelle mission Apollo il s'agit, si c'est 12 ou 14, je ne sais plus, où un astronaute a positionné la caméra et en la bougeant, il l'a pointé directement vers le Soleil, ce qui a grillé immédiatement le capteur. Exactement. Donc il s'en faut de très peu pour qu'il n'y ait plus d'image du tout. C'est ça, c'est Apollo 12, d'ailleurs, c'est drôle parce que je me souviens d'avoir vu la scène. On voit l'astronaute sortir du module. En fait, on voit surtout le deuxième Bean sortir du module lunaire. Et là, à un moment donné, l'image est assez bonne. Elle n'est pas ce qu'elle va être pour l'émission d'Apollo 15, 16, 17, mais l'image est déjà nettement meilleure que celle d'Apollo 11, sauf que ça fait peut-être 10-15 minutes qu'on est sur la Lune. Et là, la caméra est endommagée. Il n'y aura plus d'image le reste de la mission. Donc, effectivement, dans le cas d'Apollo 12, on a eu à peu près une quinzaine de minutes d'image d'une assez bonne qualité. Mais ça a été tout. Fait que, autre temps, autre mœurs. Hein? C'est ça. Avec un peu de chance, des astronautes retourneront bientôt sur la Lune. Ce serait la mission Artemis 3. Et une fois l'alunissage et les premiers moments passés sur la Lune par ces astronautes vont être assez différents de ceux d'Apollo 11. Et ils vont être différents en quoi ? En fait, on ne parlera pas ici des détails techniques là, de comment le déroulement de la mission. Ça, on va le couvrir évidemment en temps et lieu, mais la grande différence pour nous, là, du grand public, ça va être justement la qualité des images. C'est-à-dire que dans le cadre de cette mission-là, on va tout voir, tout en direct, avec une qualité d'image impeccable, comme on le voit par exemple à bord de la Station spatiale internationale ou autre. Ça va. Fait que, autrement dit, les premiers pas du prochain astronaute vont vraiment être très bien vus. On va voir les paysages lunaires qu'eux vont voir. On va tout savoir en direct. Et, chose qu'on n'avait pas à l'époque, c'est qu'on va pouvoir tout suivre en direct sur Internet, là, par exemple via le canal de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, la couverture auquel on va avoir accès au moment d'Artemis 3 va être absolument sensationnelle. Un livre comme celui que je viens d'écrire sur l'Apollo 11 n'aura plus sa raison d'être. Vous allez le voir en direct, puis tout va être archivé par la suite, ce qui n'était pas le cas d'Apollo 11. La grande différence, ça va être ça. On va voir aussi tout au long de la mission là, les astronautes dans leur vaisseau, les astronautes qui s'approchent de la Lune. Tout va être en direct. Ça va être vraiment extraordinaire par rapport à Apollo 11. Et en même temps, comme on va pouvoir tout suivre en direct, moi, à l'époque, il fallait que je me branche sur la télévision, Radio-Canada dans mon cas, et c'était au bon vouloir des télédiffuseurs, alors que là, vous allez pouvoir le suivre en direct comme si vous y étiez. Ça va être vraiment fantastique. Au niveau des détails techniques, on en parlera un jour ou l'autre, là, mais ce qu'on a vu à Apollo 11, ça a un côté très romantique de dire que c'est à peine si on distinguait les deux astronautes sur la Lune, ce ne sera pas le cas la prochaine fois. Probablement aussi, si vous avez déjà suivi des sorties spatiales des astronautes à bord de la Station spatiale internationale, ils ont des caméras sur leur tête et on voit ce qu'ils font comme si on était dans leur scaphandre. Ça va sûrement être la même chose. Les astronautes sur la Lune vont avoir
je ne sais pas s'ils appellent ça des GoPro à l'époque, là, mais ils vont avoir des caméras sur leur scaphandre et on va être comme si on était dans leur scaphandre. On va voir exactement ce qu'eux voient, ce qu'eux font, ce qui n'était pas le cas dans le cas des astronautes d'Apollo. Il y avait toujours une caméra qui nous les montrait à distance, mais ça va être fantastique au niveau visuel, ce qui n'a pas été le cas d'Apollo 11. Il y avait un côté, par contre, comme je le raconte dans le livre, dans le cas d'Apollo 11, on devait imaginer ce que c'était. Puis ça, dans le fond, c'est intéressant de faire aller notre imagination. Dans le cas d'Artemis 3, ben, on va tout voir. Et on en a eu un peu en avant-goût très récemment avec la mission Polaris Dawn, où on voyait des astronautes privés sortir d'une capsule et faire quelques pas, si on peut dire, à l'extérieur. Et il y avait effectivement aussi une caméra dans le casque d'un des astronautes. Exactement. On avait le point de vue directement. C'est ça. C'est assez extraordinaire de voir ça quand même. Même si ça n'est qu'autour de la Terre, on imagine ce que ça peut donner pour une mission lunaire. C'est ça, exactement, oui, c'est un très bon exemple, d'autant plus qu'on pouvait voir la Terre telle que l'astronaute le voyait lui-même, on était à sa place. Effectivement, c'est exactement ça qu'on va voir, sauf que cette fois-là, on va être sur la Lune. Peut-être un petit détail qui va être un peu... qui va gâcher un peu le spectacle. Les astronautes d'Artemis 3 vont se poser au pôle sud de la Lune, comme chacun sait, je pense. Or, l'éclairage au pôle sud est toujours... Le soleil est toujours bas sur l'horizon. Ça va être un endroit lunaire très sombre. Un peu le site d'Apollo 11. L'Apollo 11, c'était beaucoup plus sombre que les autres sites qu'on a explorés par la suite. Dans le cas du pôle sud, on va toujours être un peu à la tombée du jour, si je peux dire, même quand on est au début de la journée. Le soleil ne se lève jamais haut sur l'horizon. On le voit d'ailleurs sur les dessins, ça, je trouve que c'est remarquable parce qu'ils nous le représentent justement. Les dessins où on nous montre ce que ça va avoir l'air d'Artemis 3 ou les autres missions par après, c'est toujours très sombre. La Lune est grise foncée. Ce ne sera pas des beaux paysages comme je pense entre autres à la mission Apollo 15 et Apollo 17. Là, si vous regardez des photos, vous allez voir, c'était vraiment l'éclairage était magnifique. On n'aura jamais ça sur Artemis parce que on est au pôle sud et que le soleil ne se lève jamais. Fait que ce ne sera pas des aussi belles images que justement Apollo 15 et Apollo 17. Mais ça, c'est un choix pour d'autres raisons qu'on va sur le pôle sud de la Lune. Mais moi, personnellement, si j'avais allé sur la Lune, c'est pas au pôle sud que j'irais. Ah oui, tu irais où, Claude? J'irais... écoutez, sur la Lune, là, il y a plein d'endroits fort intéressants. Il y a des cratères, il y a des plaines, il y a des endroits aussi où l'éclairage est magnifique. Moi, je dis toujours, le pôle sud, c'est comme le nord du Québec. C'est-à-dire que c'est peut-être une belle région d'aller au nord du Québec, mais si on imagine sur Terre tout ce qu'il y a à voir, ne serait-ce que la France, que Paris, que la Méditerranée, que les pays d'Amérique centrale, que la Floride, n'importe quoi. Il y a tellement d'endroits superbement à visiter sur Terre que le nord du Québec. C'est un peu ce qu'on va faire avec Artemis, puis ce que je trouve un peu dommage, j'en ai parlé d'ailleurs dans des balados, c'est qu'on va s'installer au pôle sud alors qu'il y a tellement d'autres endroits à visiter. Je dirais, choisissez le plus bel endroit sur Terre où vous vous installez là, puis vous allez voir aucun des autres endroits aussi magnifiques qui existent. C'est un peu dommage. Moi, si j'avais été en position de décider, j'aurais dit, nous allons aller explorer des dizaines de sites lunaires un peu partout. On va aller explorer la Lune. Je ne m'installerai pas au pôle sud. Ce n'est pas l'endroit intéressant au niveau scientifique, mais bon, pour des raisons autres, on a décidé ça. J'en reparlais dans d'autres balados, mais c'est pas un beau site où on va aller visiter, là, malheureusement. Aldrin et Armstrong, à bord de leur LEM sur la surface de la Lune, ont constaté qu'il était assez facile de vivre et de travailler, de se mouvoir, en tout cas dans le vaisseau, dans l'atmosphère. Et en tout cas, que c'était plus facile qu'en apesanteur. Alors, déjà, pourquoi ? Et quelles conséquences ça va avoir sur donc les bases lunaires qu'on rêve d'installer? En fait, ce qui est intéressant, on dit que sur la Lune, la gravité est 6 fois moindre que sur Terre. Donc, tout pèse 6 fois moins, mais tout a quand même un poids. Or, quand vous regardez, par exemple, les astronautes qui vivent à bord de la Station spatiale internationale, ils sont en apesanteur. Ça fait rêver, l'apesanteur, c'est on vole comme des oiseaux, mais en même temps, vivre en apesanteur, c'est extrêmement complexe parce qu'il faut toujours tout attacher partout. Si vous êtes sur la Lune, vous n'avez pas ce problème-là. Vous déposez quelque chose sur la table, il va rester là. Alors que si vous faites ça dans la station spatiale, l'objet va s'envoler, ce ne sera pas long. Donc, travailler sur la Lune, c'est beaucoup plus agréable que travailler dans la station spatiale parce qu'il y a une gravité. Et en même temps, comme c'est 6 fois moindre que sur Terre, bien, les objets qui sont très lourds sur Terre bien, sont 6 fois plus légers sur la Lune. Un exemple très concret, un astronaute en scaphandre,
ceux d'Apollo, pesaient environ 250 kilos, 200 à 250 kilos. OK? C'est lourd sur Terre, mais si vous divisez ça par 6 sur la Lune, ben là, vous pesez peut-être une trentaine de kilos ou quelque chose comme ça, entre 30 et 40 kilos. D'ailleurs, il y a des astronautes sur la Lune qui ont chuté, ils ont eu beaucoup de facilité à se relever parce qu'ils sont très légers. Donc, de travailler sur la Lune, c'est beaucoup plus confortable que de travailler dans la station spatiale parce que les objets ne flottent pas et en même temps, ils sont 6 fois plus légers que sur Terre. Donc, si vous avez des objets lourds à déplacer, ben, vous avez la même force que vous avez sur Terre, mais les objets sont 6 fois plus légers. Fait que ça va être, de ce point de vue-là, très agréable de travailler sur la Lune parce que si vous déposez votre crayon ou votre livre sur une tablette, il va rester sur place. Et par contre, si vous avez des objets lourds à déplacer. Donc, ça va être un environnement. Essayez d'imaginer un environnement si sur Terre, vous étiez 6 fois plus fort que vous l'êtes actuellement. Qu'est-ce que vous pourriez faire quand vient le temps de déménager des gros meubles? Ça serait facile. Ça va être un peu ça de vivre sur la Lune. À ce point-là, ça va être très agréable de travailler en gravité 1/6. Oui, ce qui handicape peut-être le plus les astronautes, ou en tout cas le fait de se mouvoir sur la Lune, c'est plutôt les combinaisons. Le fait qu'elles doivent se plier malgré la pression interne, etc., que la gravité, qui, elle, facilite plutôt les choses. Exactement. D'ailleurs, c'est un détail qu'on peut souligner. Quand vous sortez de la Station spatiale internationale, vous avez des scaphandres qui sont semblables à ceux de la Lune. Par contre, vous flottez, ça fait que vous n'avez pas besoin de plier les genoux, de marcher. On dit souvent qu'on marche dans l'espace, ce qui est une fausse expression parce qu'on ne marche pas, oui. On flotte dans l'espace. Sur la Lune, effectivement, il faut que les combinaisons, que les astronautes soient capables de plier les jambes, plier les genoux, se déplacer. C'est beaucoup plus... c'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé des nouveaux scaphandres qui vont être le plus flexibles possible parce que à l'extérieur du scaphandre, c'est le vide total, ce qui fait que votre scaphandre est un peu comme un ballon gonflable, un ballon gonflé très, très dur. À l'intérieur, il y a une pression d'air, celle qui permet à l'astronaute de vivre. Donc, c'est vrai que ça complique un peu les déplacements sur la Lune parce qu'il faut apprendre. D'ailleurs, si vous regardez comment les astronautes marchent sur la Lune, ils ne marchent pas un pied devant l'autre. Ils bondissent, ils font des petits pas de kangourou. C'est la meilleure façon de se déplacer parce que marcher comme on le ferait nous sur Terre, les scaphandres offrent une résistance assez importante. On espère que la nouvelle génération de scaphandres lunaires va être plus confortable que ceux d'Apollo, mais c'est vrai que vous avez un scaphandre extrêmement rigide puisque vous êtes exposé au vide. Et maintenant, pour revenir légèrement sur les théories du complot, Claude, selon le professeur Lawrence Hamilton de l'Université du New Hampshire, qui étudie le phénomène des conspirations et de théories du complot, lors d'une enquête nationale américaine réalisée en 2021, environ 10% des personnes interrogées étaient d'accord avec les affirmations conspirationnistes, selon lesquelles la Terre est plate ou la NASA a simulé les atterrissages sur la Lune, ou encore les vaccinations contre le Covid-19 qui implanteraient des micropuces de suivi. Et à titre de comparaison, de 58 à 83% des personnes interrogées étaient d'accord avec les déclarations de faits scientifiques fondamentaux, comme par exemple que la Terre a des milliards d'années, ou bien qu'elle tourne autour du Soleil. Et bien que l'accord avec les allégations de complot soit globalement faible, il était significativement plus élevé parmi deux sous-groupes, les milléniaux et les partisans de l'ex-président Trump. Et Claude, tu dis que pour toi c'est une excellente nouvelle, et pourquoi ça? Effectivement. C'est très intéressant l'étude que le professeur Hamilton a publiée en 2022. D'ailleurs, vous pouvez assez facilement la retrouver sur Internet. Plusieurs éléments là-dedans. Le premier, c'est que le constat que fait le professeur Hamilton, c'est que contrairement à ce qu'on pense, les théories du complot ne sont pas plus crues aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 10 ou 15 ou il y a 20 ans. Il y a toujours à peu près 10% des gens qui imaginent des théories du complot, qui j'oserais dire presque qui vivent dans un autre univers. C'était vrai il y a 10, 15, 20 ans comme ça l'est aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux, ils se font beaucoup plus valoir, mais il n'y a pas davantage de gens. On n'est pas de plus en plus dans une société où les gens croient au complot. Ça ne semble pas varier selon le professeur, dont c'est le sujet d'étude. L'autre élément intéressant, c'est que selon le sondage qu'il a mené, c'est un vrai sondage scientifique fait par les bonnes façons de faire les choses, il y aurait à peu près 10-12% des gens qui doutent qu'on soit allé sur la Lune. Ce qui est intéressant dans un chiffre de 10-12%, c'est que si là, vous faites des sondages, que vous posez n'importe quelle question, la question la plus saugrenue possible, vous allez toujours obtenir à peu près un 10-12% des gens qui vont répondre de façon bizarre. Par exemple, vous pourriez poser la question
vrai ou faux, la Tour Eiffel se trouve à Paris, vous allez avoir à peu près 10% des gens qui vont dire, c'est faux. Je ne sais pas quoi ils pensent, ces gens-là. Si vous leur demandez, vrai ou faux, la Terre tourne autour du Soleil, vous allez avoir à peu près 10-12% des gens qui vont répondre, non, c'est faux. C'est ce qu'on appelle dans le milieu des sondages l'espèce de bruit de fond. C'est peu importe la question que vous allez poser, ou il n'y a pas une seule question que vous pourriez poser où 99,9% des gens vont répondre de la même façon. Il y a toujours 10-12% de gens. Donc, si on revient à Apollo 11, qu'il y ait 10-12% des gens qui doutent qu'on soit allé sur la Lune, c'est le bruit de fond. Là. C'est pas plus inquiétant que ça. Là. C'est, comme je vous dis, il y a sûrement 10-12% de gens qui pensent que la Tour Eiffel ne se trouve pas à Paris. Je l'invente comme réponse, mais sûrement que si on l'a posé, on arriverait à ce résultat-là. L'intérêt aussi de l'étude du professeur Hamilton, c'est qu'il observe que peu importe votre groupe d'âge, homme, femme, votre niveau économique, etc., il n'y a pas vraiment de différence. C'est toujours à peu près 10-12% des gens qui doutent que. 3 petits points. Il a identifié seulement 2 groupes où là, c'est un peu plus prévalent. C'est chez les partisans de Donald Trump, qui sont un peu plus portés à croire aux théories du complot, et chez les milléniaux. Les milléniaux, c'est les gens qui ont actuellement environ entre 25 et 40 ans. Dans l'étude, le professeur Hamilton rapporte qu'environ 24% de ces gens-là doutent qu'on soit allé sur la Lune. C'est quand même plus. Là, on est au-delà du bruit de fond dont je parlais tantôt. Maintenant, ce que je trouve intéressant comme phénomène, de penser que les gens qui ont actuellement entre 25 et 40 ans sont plus portés à douter, j'appelle ça le phénomène de l'éloignement. Plus on est loin d'un phénomène, plus on ne sait pas trop comment les choses se sont passées, plus on peut en douter. J'imagine, d'ailleurs, je pense que je vais communiquer avec le professeur Hamilton, je vais lui poser la question, si on demandait aujourd'hui combien de gens doutent que la Station spatiale internationale existe, combien de gens doutent que Thomas Pesquet ou David Saint-Jacques sont allés passer du temps dans la station spatiale, ou sont allés passer 6 mois dans l'espace? On obtiendrait probablement un 10-12% de gens qui en doutent. Mais pas plus que ça. Parce que je pense que pour à peu près tout le monde, surtout ceux et celles qui m'écoutent en ce moment, personne ne doute que la Station spatiale internationale, elle existe, qu'il y a des astronautes qui séjournent à bord, que des Français, que des Canadiens y séjournent, etc. Ce ne sera peut-être pas le cas dans 20, 30, 40 ans. Il y aura peut-être des théories du complot qui vont dire « Ah, vous savez, là, la station spatiale, non, ça n'a jamais existé. » Puis là, les gens ne savent pas trop. Ça fait longtemps, l'événement. Et Apollo 11, c'est un peu ça. Là. Ça fait 55 ans, l'événement. Évidemment, il y a plein de gens qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu l'événement. Il y a plein de gens pour qui c'est un événement très, très lointain. Donc, de penser que peut-être l'événement n'a jamais eu lieu, un peu comme de penser que la station spatiale n'a jamais existé, que Pesquet et Saint-Jacques ne sont jamais allés. Aujourd'hui, c'est un peu impensable, mais dans 20-30 ans, ce sera différent. D'ailleurs, actuellement, on assiste à la naissance d'un mythe. Et c'est intéressant parce que nous, on le voit, on est contemporains. Ça sera autre chose dans 15-20 ans. Le fameux mythe que l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis a été volée. Nous, qui sommes près de l'événement, nous savons que c'est faux. Nous savons, entre autres, que les républicains n'ont été incapables d'apporter la moindre preuve que l'élection a été manipulée, que l'élection a été volée. Nous, on le sait. Encore là, il y a des gens conspirationnistes et surtout des partisans de Trump qui ne croient pas ça, mais c'est une catégorie à part. Mais nous savons que l'élection n'a pas été volée. Mais dans 10, 20, 30 ans, là, sûrement que les gens vont dire « Ah, vous savez, là, l'élection des années 2020, là, elle a été volée. On ne se souvient plus trop du contexte, on ne se souvient pas trop de ce qui s'est passé, mais on sait tous que l'élection a été volée. » On assiste à ce mythe-là. Apollo 11, c'est la même chose. Ceux qui l'ont vécu, comme moi, on sait très bien que l'émission a eu lieu, on l'a vu, comme on voit aujourd'hui la station spatiale, comme vous avez vu en France, Pesquet à bord de la station, puis il revient sur Terre, puis il en parle, puis il y a des photos. Même chose de notre côté au Québec avec David Saint-Jacques. Nous savons que l'événement a eu lieu, mais les milléniaux qui n'étaient pas là, évidemment, à Apollo 11, eux autres ne savent pas trop, fait qu'eux autres, ils entendent dire que c'est probablement pas vrai, qu'il paraît que les photos étaient truquées. Eux, donc, ils sont à peu près 24% à croire ça. Comme dans peut-être 20-30 ans, un nombre important de gens vont croire que l'élection de 2020 a été volée, alors que nous qui sommes au présent, nous savons que ça n'a pas été le cas, comme nous savons que la Station spatiale internationale, elle existe, qu'il y a des astronautes qui sont à bord. Et c'est le phénomène de, j'appelle ça, moi, à beau mentir qui vient de loin. Quand ça fait longtemps que quelque chose est arrivé, ben là, il y a des doutes qui subsistent. C'est la même chose, le mythe par rapport à Elvis Presley n'est pas mort.
John F. Kennedy a été assassiné, non pas par Oswald, par d'autres. Quand ça fait longtemps que l'événement, puis qu'il y a des mensonges qui ont été véhiculés, ben là, les gens les prennent pour des faits, alors que ceux qui ont vécu les événements savent que c'est faux. Fait que c'est intéressant, donc, pour résumer la recherche du professeur Lawrence Hamilton de l'Université de New Hampshire, que vous pouvez facilement trouver sur Internet. Lui, il raconte que le phénomène n'est pas plus en augmentation que ce qu'on pense. Et en même temps, ben, ça fait beaucoup partie du bruit de fond. Quand vous avez 10-12% des gens qui ne croient pas telle chose, ben, c'est toujours ça dans les sondages. C'est intéressant. Je ne connaissais pas cette étude et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et surtout, il faut se dire que personne n'est à l'abri de croire quelque chose. Ni moi, ni Claude, ni personne. Donc, ça peut arriver Exactement. À tout le monde. Il faut rester attentif. C'est ça, exactement. Et gardez toujours à l'esprit que quand vous entendez dire que 10% des gens pensent telle chose ou ne croient pas telle chose, ça fait partie du bruit de fond, c'est pas significatif. Ça commence à l'être quand vous avez 24% des gens, mais autrement, c'est comme poser n'importe quelle question, vous allez obtenir 10% de gens qui n'y croient pas. Je te remercie, Claude, pour ces réponses, et puis on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Exactement. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages d'encouragement, qui nous posent des questions toujours très intéressantes, qui peuvent parfois donner lieu à un balado entier. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez vous rendre sur le site patreon.com. Et à partir de la modique somme de 5$, vous aurez accès aux épisodes 2 semaines en avance et aux fascicules écrits par Claude, qui accompagne la plupart du temps les épisodes. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur, et à la diffusion Dylan Baillargeon et Laurent Runigo. Sur ce, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.